dans cette nouvelle vidéo, nous sommes à la fin du 19e siècle, début du 20e, donc tout va se passer entre 1890 et 1910. Période de 20 ans qui va sceller définitivement le sort de l'homéopathie et de façon plus générale de l'herboristerie, de la phytothérapie, de l'électrothérapie. Toutes ces techniques qui étaient largement explorées de façon libre et indépendante au 19e siècle vont disparaître. Comme je l'ai dit, le dernier grand médecin humaniste qui va avoir un rôle à jouer parce que d'une part, il va permettre l'émergence de cette nouvelle médecine qu'aujourd'hui on utilise couramment en Occident, qu'on appelle donc la médecine scientifique, mais qui d'un autre côté est encore assez lucide, parce qu'on n'est qu'en 1900, donc il est encore assez lucide, pour comprendre qu'un corps humain c'est beaucoup plus compliqué qu'une machine à vapeur, et qu'il faut être un petit peu humble. Donc là je vais vous faire, si vous ne le connaissez pas, je vais vous faire découvrir ce personnage qui s'appelle Sir William Osler. Il a été anobli par la reine d'Angleterre pour son humanité vis-à-vis du traitement des malades à l'hôpital. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la médecine hospitalière. Et je crois qu'il est vraiment intéressant de donner quelques citations pour voir où on en était en 1900, à la naissance de cette médecine scientifique, et où on en est aujourd'hui. Alors, j'ai pris évidemment les meilleures phrases, celles qui sont le plus emblématique de la pensée de William Osler. Le bon sens en matière de médecine est rare et se situe généralement en proportion inverse du degré d'instruction. Voilà, donc vous voyez la tonalité. Ce qui caractérise la médecine en 1900, c'est que le bon sens est rare. On soigne, mais on ne sait pas très bien pourquoi, et surtout, plus on est élevé dans le degré d'instruction, moins on a de bon sens. Plus l'ignorance est grande, plus le dogmatisme est sévère. C'est-à-dire que quand on est ignorant de certaines choses, on se cristallise sur des dogmes pour garder le cap et continuer à exister en tant que médecin. Alors celle-là, je l'adore. L'un des premiers devoirs du médecin est d'éduquer les masses à ne pas prendre de médicaments. Bon, on voit ce qu'on a perdu, puisqu'aujourd'hui, l'un des premiers devoirs du médecin est d'éduquer les masses à prendre des médicaments. Mais bon, au début du XXe siècle, ce n'était pas le cas, on préconisait exactement l'inverse. Alors celle-là aussi, elle est pas mal. Le savon, l'eau et du bon sens sont les meilleurs désinfectants. C'est-à-dire que si vous vous lavez les mains, avec de l'eau et du savon, ben vous êtes à peu près équipé pour éviter la plupart des problèmes. Autrement dit, les vaccins, tous ces trucs-là, c'est pas forcément nécessaire. La pratique de la médecine est un art, pas un commerce, ni une vocation, et encore moins une activité lucrative. C'est un appel au cours duquel votre cœur sera éprouvé à part entière avec votre cerveau. On a perdu. Voilà comment William Osler concevait la médecine. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, vous avez tous remarqué que la médecine est devenue un commerce pour payer le médecin. Et plus il est bon, plus il faut payer cher. Et puis, quels sont les gens les plus riches dans une société? Très souvent, c'est les médecins. Après, il faut discuter avec les plombiers, mais les médecins gagnent bien leur vie quand même. Et puis surtout, c'est ça que nous dit Osler qui est important, c'est que vous avez un cerveau, mais ça ne suffit pas, il faut aussi soigner avec le cœur. Et ça, je pense que beaucoup de médecins aujourd'hui devraient méditer cette phrase. 3 dernières citations. Les philosophies d'un autre âge sont condamnées à devenir les absurdités d'un nouvel âge, et les folies de hier sont appelées à devenir la sagesse de demain. C'est-à-dire qu'Osler est parfaitement lucide sur le fait que tout ce qui peut paraître fou et absurde à une époque peut se révéler parfaitement sage et exact si on attend un petit peu. Donc, ne jamais condamner des idées par avance, parce qu'on ne sait jamais, avec la biologie, la médecine, on ne sait jamais ce qui va sortir quelques années plus tard. Et on est très souvent amené à mettre sur le devant des choses qu'on pensait absurdes ou folles quelques années auparavant. Voilà un petit mot de Osler sur comment il voit les études médicales. Étudier les maladies sans livre,
c'est comme tenter de naviguer sur une mer inconnue. Tandis qu'étudier les livres sans s'occuper de patients, c'est ne pas aller à la mer du tout. Voilà. Donc, le médecin est avant tout quelqu'un qui s'occupe de malades. C'est pas quelqu'un qui navigue dans les livres. Il y a forcément, c'est par le contact avec les malades qu'on apprend la médecine et pas en étudiant des livres ou en écrivant. Et puis celle-là, c'est la dernière que je citerai de William Osler, parce qu'elle résonne parfaitement avec l'homéopathie. Il est beaucoup plus important de savoir quel type de patient est touché par la maladie que de chercher à savoir quel type de maladie affecte votre patient. Donc là, effectivement, c'est la base de l'homéopathie. En homéopathie, on se fiche de la maladie. C'est un être vivant qui est malade et qu'il faut soigner. Les symptômes de la maladie ne sont que des moyens qui expriment son mal-être. C'est à chaque fois le patient qui est important et pas la maladie. Or, ce qui caractérise la médecine aujourd'hui, c'est qu'on soigne des maladies, mais pas des malades. Voilà, donc j'ai tenu à rappeler ces quelques phrases du père de la médecine hospitalière, William Osler, pour montrer à quel point un médecin, au début du XXe siècle, pouvait être, bien sûr, en faveur de la médecine scientifique, c'est-à-dire admettre que l'homéopathie n'était pas forcément, pouvait soigner, mais qu'on pouvait, bien sûr, rechercher de nouvelles méthodes de soins, la méthode scientifique, mais tout en gardant un humanisme. C'est-à-dire que la médecine n'est pas une science, c'est un art, et on soigne plus avec le cœur qu'avec le cerveau. Donc, voilà. Ça, c'était la situation au début du XXe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que notre cher révérend Gates va contrevenir aux ordres de son patron John Rockefeller et va mettre des sommes colossales sur le concept de cellule. C'est-à-dire qu'il va arroser les laboratoires de recherche qui se consacrent à l'étude de ce concept de la cellule qui vient d'émerger, suite aux travaux de Pasteur et de Koch en Europe. On va développer ça aux États-Unis pour soigner les maladies et créer donc une médecine qui non plus fondée sur qui ne va plus être un art, mais qui va être une science. C'est-à-dire qu'on va appliquer les méthodes de la science au corps humain. Et les méthodes de la science, on les a déjà appliquées. On les a appliquées avec succès à ce qu'on appelle la production de masse. Parce que je vous rappelle que la fin du XIXe siècle, c'est là où on commence à automatiser le travail des ouvriers pour produire en masse des biens de consommation. Et on va voir dans la cellule, en fait, une société en miniature qu'on peut régler par les règles du capitalisme. Si on peut régler les sociétés par les règles du capitalisme, on peut régler la cellule par les règles aussi du capitalisme. Et donc, il va y avoir, on va commanditer les fonds. Alors, 3 sociétés, la fondation Rockefeller, bien sûr, mais aussi la fondation Carnegie, qui est un magnat de l'acier, et non pas du pétrole. Rockefeller, c'est le pétrole. Et puis surtout, l'American Medical Association, l'AMA, qui est le bras armé de tous les allopathes pour virer l'homéopathie de la pratique médicale, vont commanditer un rapport, un audit, comme on dirait aujourd'hui. On va auditer la médecine de l'époque pour en sortir des principes sur lesquels on va développer donc la médecine du futur. On est en 1910, donc le rapport s'appelle Medical Education in the United States and Canada. C'est d'abord quelque chose qui va s'appliquer aux États-Unis et au Canada. On est en 1910, et l'idée n'est pas de réformer la médecine, mais c'est de réformer l'éducation médicale. C'est-à-dire créer des nouveaux médecins qui, eux, vont s'affranchir de toutes les erreurs du passé. Donc voilà, vous avez ici la photo de M. Abraham Flexner, l'auteur de ce rapport. Alors, juste un extrait pour que vous voyez un petit peu la différence avec ce que disait William Osler. Flexner doutait très clairement de la validité scientifique de toute forme de médecine, autre que celle basée sur la recherche scientifique. Il estimait que toute approche médicale qui ne préconisait pas l'utilisation de traitements chimiques comme les vaccins pour prévenir et soigner les maladies s'apparentait à de l'escroquerie ou du charlatanisme. Les écoles médicales qui offraient une formation dans des disciplines variées comme la médecine éclectique, le physiomédicalisme, la naturopathie et l'homéopathie étaient sommées soit de supprimer ces enseignements de leur programme, soit de perdre leur accréditation
et leur support aux inscriptions. Quelques écoles résistèrent un certain temps, mais finalement, toutes se plièrent au rapport ou bien mirent la clé sous la porte. Donc voilà, à partir de 1910, on estime qu'il n'y a que pour pratiquer la médecine, il faut passer par l'université. Et qu'à l'université, on va apprendre la physique, la chimie, les vaccins, la biologie moléculaire, tout ça. Et que dorénavant, la médecine serait basée là-dessus. Donc, on va terminer cette vidéo sur les conséquences du rapport Flexner. Donc voilà, vous avez ici à gauche l'image de comment on se soignait avant le rapport, et puis comment on se soigne après le rapport. Vous reconnaîtrez tout de suite la différence entre des plantes, des principes naturels, et puis de l'autre côté, des principes chimiques fabriqués par l'industrie, forcément du pétrole, puisque je vous rappelle que c'est sur les recommandations de Rockefeller qu'on a produit ce rapport, et que Rockefeller était un mania du pétrole, et que c'est vrai, aujourd'hui, tous les médicaments que vous absorbez sont dérivés en fait du pétrole. C'est, par la molécule de benzène, la substance qui permet de fabriquer tous les médicaments, mais aussi les pesticides et les explosifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les mêmes industriels qui, d'une part, vous soignent, d'autre part, tuent les parasites, qui soient dans votre corps ou dans un champ, et qui aussi tuent les gens sur les champs de bataille, puisque c'est la même chimie qui permet de fabriquer des médicaments, des pesticides ou des explosifs. Voilà, donc on est dans cette société-là depuis 1910. Donc comme je vous l'ai dit, Flexner recommandait d'éduquer les médecins d'une manière scientifique, dans des hôpitaux pratiquant une recherche académique à l'image de ce qui se faisait en Allemagne, ou en France aussi, mais surtout en Allemagne, parce que le système universitaire était très rigide là-bas. Et ce sont des mesures qui vont être adoptées par les grands hôpitaux américains, Harvard, Johns Hopkins Hospital. Et après, tout ça va faire tache d'huile, c'est-à-dire que ce mode de travail, de recherche médicale va s'imposer progressivement à toute la planète, y compris en Europe, comme on l'a constaté il y a quelques années, où la France était un des rares pays à encore défendre l'homéopathie, et depuis quelques années, même ça est remis en cause. Alors, l'hôpital qui représente le plus cette philosophie, qui va vraiment servir de colonisation à toute la science médicale, c'est le Johns Hopkins Hospital. C'est lui encore qui gère, par exemple, aujourd'hui, un grand nombre de problèmes liés à l'épidémie de Covid. C'est une référence en matière de médecine. Donc je vous lis juste un petit peu ce que c'est que cette école médicale Johns Hopkins. Ce fut le creuset d'où allait sortir une médecine moderne, basée sur la méthode scientifique, qui, avec le support du capitalisme industriel, allait aboutir à une domination complète des soins de santé par la profession médicale, avec en prime un accroissement considérable des revenus et du statut social des médecins. Parce que ça, fallait le savoir, au XIXe siècle, les médecins étaient plutôt pauvres. Grâce à cette révolution médicale, ils vont devenir extrêmement riches. Ainsi, la gestion scientifique analysait le travail à faire sur les chaînes de production en termes d'éléments constituants et les réorganisait sous le contrôle d'un centre gestionnaire pour accroître le profit des dirigeants. Se basant sur ce modèle, la médecine scientifique allait découper le corps humain en différentes parties pour les soumettre au contrôle de docteurs spécialisés afin de maintenir les corps en bonne santé pour les rendre plus aptes à travailler. C'est-à-dire qu'on ne vous soigne pas pour que vous soyez en bonne santé. On vous soigne parce que si vous êtes malade, ça perturbe le processus de création de richesse capitaliste. C'est l'idée donc de la médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui. Donc vous voyez que, oui, on en est là. Et il nous reste dans une dernière vidéo à faire un petit peu le bilan de tout cet aspect historique.